C'est pas une question, enfin, il y aura une question, mais il y aura surtout une question d'affirmation. Olivier Bertrand, je suis le vice-président des forestiers privés européens. Sachez que les propriétaires forestiers sont assez bien représentés en Europe. Nous sommes 16 millions, c'est-à-dire nous serions le 8e État en termes de population de l'Union européenne. Je pense que c'est un chiffre qui peut faire parler et qui nous permet aussi d'avoir ce réseau les uns et les autres. Et tout à l'heure, je vous écoutais sur la spécificité de la forêt méditerranéenne. Ma particularité, c'est de ne pas être méditerranéen et d'être propriétaire dans le Massif central. Mais on me promet le climat... Bienvenue quand même. Oui, oui, ça je sais bien. Non, mais d'ailleurs, on me promet un climat méditerranéen sur le plateau de Mille Vaches. Je vous incite à venir, évidemment, dans cette région. Je ne suis pas tout à fait convaincu, tout de même. Enfin, soyez rassurés par rapport à votre climat. En revanche, votre spécificité, je dirais que c'est bien de la dire à Marseille. C'est une particulière jolie ville. Mais je pense que, et quand on le voit avec nos collègues nordiques, parce qu'aujourd'hui, les enjeux, ils sont là. Tout à l'heure, j'ai écouté les gens de la Commission européenne. L'enjeu, c'est de discuter de la spécificité de votre forêt, de la spécificité de l'ensemble de votre cadre par rapport à ceux qui ont, soi-disant, la bonne parole, c'est-à-dire qu'ils sont des acteurs sur le marché mondial du bois, par exemple, qui sont aujourd'hui détenteurs de grands groupes industriels et qui vous parlent du bois et qui vous parlent de la forêt. Je crois que ça fait partie de la spécificité et de la complexité de tout le dialogue et de toute la politique européenne telle qu'elle est définie dans la stratégie, ce qui est déjà un progrès par rapport à ce qu'il n'y avait à rien auparavant, je le précise, et dans lequel il y a une spécificité de la forêt du sud de l'Europe. Et je pense que cette spécificité, sous toutes ses formes, sociales, environnementales et aussi de production, j'ai vu qu'il y avait des commentaires sur ce point, il faut absolument faire passer ce message global. Tout à l'heure, quand les personnes de la Commission, j'ai pas l'impression qu'il y ait encore ce passage de ce message auprès de l'ensemble des acteurs de l'Union européenne. Vous avez parlé tout à l'heure des acteurs politiques, par exemple au niveau du Parlement européen, par exemple au niveau de la Commission, même au sein de la FAO, on va vous expliquer que c'est une forêt de protection et les autres, c'est la forêt de production. Je pense qu'il y a, c'est beaucoup plus complexe que ça, vous l'avez parfaitement dit, et je pense qu'il y a matière de mieux défendre, je dirais, en dehors de votre simple magnifique cercle de la Méditerranée, d'aller défendre cette spécificité sous toutes ses formes de cette forêt ô combien emblématique de notre société. Merci. Jean. Oui, Monsieur le Président, je crois que vous revendiquez quelque chose qui est tout à fait fondamental, et vous le revendiquez au moment où cette chose commence à être possible, nous paraît possible. Tout à l'heure, j'ai évoqué, en intervenant, le partenariat de collaboration, de coopération sur la forêt méditerranéenne, j'ai évoqué ce cercle-là qui est en train de se constituer. Bon, simplement, le résumé, la réponse résumée à votre intervention, c'est ce que j'appelle la parole partagée des Méditerranéens sur leur forêt. Voilà. Pour le moment, nous n'avions pas les outils, c'est-à-dire que on accuse souvent la France d'être un pays jacobin, mais l'Europe est une organisation jacobine. Je veux dire, quelle région n'a pas son représentant à Bruxelles pour être le premier à parler? Et quelle région se préoccupe d'y aller avec les 3 régions voisines ou les 5 régions voisines pour avoir un langage un peu plus cohérent et un peu plus complessif, comme on dit en italien, je me rappelle, un peu plus complet, quoi, si vous voulez. Voilà, et je crois qu'on est en train de fabriquer ça. Mais c'est pas gagné tout de suite, parce que vous avez vous-même, dans votre excellente intervention, parlé des forestiers du sud méditerranéen, du sud européen. Mais dans ce cas-là, qui on entend? On entend les gens de la Galice, on entend les gens du nord de l'Espagne et du nord du Portugal, on entend les producteurs de bois. On n'entend pas les producteurs de cigales. Voilà, et là, c'est du lobbying, et le lobbying a ses limites, quoi. Donc, nous, on ne veut pas faire un lobby, on veut d'abord avoir un langage cohérent qu'on puisse partager. C'est ce qu'a dit David tout à l'heure. Et je crois que M. Bezacier, qui est ici présent, témoigne de cette marche en avant. Et je pense que c'est ça notre deuxième étape qu'on devrait viser par la prochaine série de programmes. Merci. Madame Aspe. Oui, merci pour... Ça marche ?
Non? Oui. Merci pour cette intervention parce que ça nous permet d'élargir effectivement un petit peu plus le débat et par rapport à ce que j'ai affirmé tout à l'heure. Effectivement, on a, je dirais aujourd'hui, une espèce de mondialisation de la pensée plus rapide que le développement de pratiques de gestion. Je m'explique, c'est-à-dire que effectivement, le repère, y compris pour les gens qui fréquentent la forêt méditerranéenne, comme le disait Jean Bionnet de manière très juste, la forêt qui se trouve sur les espaces méditerranéens. Donc, y compris ces personnes-là ont une représentation de la forêt qui est quand même largement dominée par, je dirais, ce que j'appellerais les représentations anglo-saxonnes, c'est-à-dire, au contraire de ce que vous disiez, du sauvage. C'est plus une recherche de sauvage que de forêt aménagée. Hein. Il y a une partie, évidemment, qui recherche la forêt aménagée, mais la tendance aujourd'hui est dans une recherche du sauvage. Et finalement, ce que je disais vers la fin de mon intervention, c'est-à-dire cette éthique environnementale de la valeur intrinsèque des éléments naturels. Donc effectivement, aujourd'hui, peut-être que les espaces méditerranéens, je dirais, se trouvent confrontés aussi à cette ambivalence, c'est-à-dire à la fois une pensée qui est plus une pensée anglo-saxonne globale, c'est-à-dire du naturel, du sauvage et de la valeur intrinsèque de la nature, confrontée finalement à des espaces forestiers dans lesquels on ne retrouve pas forcément non plus les éléments naturels tels qu'ils existent dans la forêt des Vosges ou ailleurs, c'est-à-dire avec des arbres assez hauts, avec une fraîcheur, avec beaucoup de champignons, quoi qu'on a quand même des champignons, etc., mais avec un autre type de paysage, on a parlé de paysage tout à l'heure, qui n'est quand même pas celui de la forêt méditerranéenne. Donc je me demande s'il n'y a pas aussi cette contradiction finalement à prendre en compte et dans les espaces de décision européenne, c'est-à-dire d'être conscient finalement qu'on est confronté aussi à cette contradiction, c'est-à-dire de territoire méditerranéen, mais de pensée plus globalisée, plus anglo-saxonne, pour faire assez court et caricatural. Thank you. Monsieur. Oui, moi je voulais revenir sur ce discours sur la spécificité des forêts méditerranéennes. C'est bien, il faut les mettre en avant, mais je pense qu'il faut être vigilant parce qu'on dit beaucoup de choses qui sont valables pour toutes les forêts du monde. Quand on parle de l'importance des forêts méditerranéennes pour produire soit du paysage, de la valeur culturelle, des produits forestiers importants pour la cuisine, vous allez en Finlande, ça produit du cerf, des fruits rouges dans les forêts finlandaises, le mythe du Père Noël dans son chariot. Oui, mais ça caille aussi. Hein. Non, et il fait froid, donc on s'y promène en ski et bien habillé, mais ce qu'on dit parfois sur nos forêts, on peut le dire des forêts du nord de l'Europe, on peut le dire des forêts tropicales du bassin du Congo, et si on est malin dans la façon dont on porte le message au niveau du monde globalisé que vous évoquez, je pense qu'on a des alliances aussi à trouver avec un certain nombre d'acteurs dans cette scène mondialisée sur un certain nombre de sujets. Je vais prendre un exemple actuel et bête et méchant dans la discussion sur la dégradation des forêts, la déforestation et les mécanismes REDD qui vont se mettre en place dans le cadre de la négociation climat. Un des derniers points de discussion en cours, c'est est-ce qu'on prend dans le mécanisme que finalement la valeur carbone, ou est-ce qu'on tient compte des co-bénéfices non carbone? Sur ce sujet, la Méditerranée a bien évidemment a probablement apporté un message en disant nous, l'objectif, c'est pas de produire du carbone, sinon on aurait des forêts d'eucalyptus partout, sans biodiversité, et puis on aura du carbone en stock équivalent à ce qu'on a aujourd'hui, mais nous, on veut que les bénéfices autres que le carbone soient pris en compte. Sur cette négociation-là, les pays du bassin du Congo et de la Comifac, ils disent la même chose. Ils disent, nous, on a de la biodiversité, on préserve des espèces emblématiques comme le gorille au niveau mondial, et on veut que dans le mécanisme qui devrait rémunérer demain le stockage de carbone dans les forêts, on tienne compte de la biodiversité et d'autres valeurs. Et donc, il faut être capable de mettre en avant nos spécificités, mais aussi de voir que sur certains sujets, ces valeurs qu'on défend, elles sont aussi valables pour d'autres types de forêts,
et développer des alliances stratégiques pour après porter sur la scène internationale ces messages. Merci. Quelqu'un souhaite répondre? Non? OK. Merci de ce témoignage important. Autre question? Oui, un mot pour Jean, oui. Peut-être un mot pour ne pas entamer un dialogue, mais ça, bien entendu, des spécificités que nous n'avons pas l'exclusivité de toutes les caractéristiques des régions méditerranéennes. Mais pour nouer des alliances, il vaut mieux être un peu plus costaud avant d'aller à la négociation. C'est tout. Et si on a une parole partagée par un nombre suffisant de partenaires institutionnels ou pas, ONG, propriétaires, sylviculteurs, etc., techniciens, chercheurs, on sera plus costaud ensuite pour aller négocier avec les gens de la Galice sur les questions d'incendie de forêt, peut-être du Congo sur la question d'une espèce protégée, etc. Mais pour le moment, on est en ordre complètement dispersé et c'est ça qui est en train de se corriger. C'est tout ce que je voulais dire. Merci. Monsieur. Bonjour, oui, je suis Ignacio Martinez de Rano, de FIMED à Barcelone. Et je vais partager avec vous une idée, un pensement qui vient de ce qu'on a écouté de notre panéliste, que je crois que c'était vraiment intéressant. Il sait que si on pense à tous les enjeux de la forêt méditerranée aujourd'hui, qui doit faire avec les changements climatiques, qui doit faire la biodiversité, qui doit faire sur comment maintenir les milieux ruraux vivants, tous ces problèmes ont très peu à faire, la frontière de connaissances a très peu à faire avec la technique forestière, a très peu à voir avec l'écologie forestière, même si ça c'est très important. Tous les enjeux d'aujourd'hui sont basiquement des enjeux sociaux. Ce sont des enjeux qui rapportent avec la perception de la société vers la forêt, qui doivent voir avec la gouvernance, qui doivent voir la valeur socio-économique, mais c'est pas sur la... Donc, ça a des conséquences énormes qui touchent tous les domaines de ce qu'on fait. Qu'est-ce que c'est la vision de la forêt qu'on donne à l'école? Qu'est-ce que sont les messages que nous avons quand on fait l'éducation pour la soutenabilité? Où la forêt est toujours un problème à protéger. C'est jamais en part de la solution pour le monde. C'est toujours quelque chose qui est en péril, qu'on est en train de tuer. Et qu'est-ce que sont les études forestières? Qu'est-ce que c'est la compétence de la personne qui gère la forêt? Quelles sont les compétences sociales, socio-économiques? Et qu'on en recherche aussi où est l'argent, où est l'intérêt pour avancer à tous ces autres domaines. C'est plutôt abandonné. Donc j'avais dit que c'est un pensement très fort, qui a des conséquences, qui marqué quelque peu, mais c'est vraiment une chose avancée, la profession forestière. Qu'est-ce que c'est le rôle d'un service forêt aujourd'hui? C'est être la police des territoires? Qu'est-ce que c'est la compétence qu'on a besoin là? Qu'est-ce que sont les outils, les instruments? Je crois que c'est clair qu'on a fait très peu d'attention sur toutes les composantes de la forêt intégrées sur le territoire et toutes les composantes sociales, socio-économiques de la forêt méditerranéenne. Merci. Merci.